tous, je suis ravie de vous retrouver pour une heure de débat économique et comme chaque jeudi soir pour parler de l'économie qui vous concerne. Lundi prochain se tient le salon du recyclage et de la valorisation des déchets, le REVAD, c'est la deuxième édition et le salon portera sur les enjeux économiques et technologiques du recyclage des déchets. L'occasion pour nous ce soir d'évoquer un secteur qui a un énorme potentiel, on en parle rarement et qui est sous-exploité. Un seul chiffre, un seul pour résumer la situation de la valorisation des déchets, 38 milliards de dinars. C'est ce que pèse la gestion des déchets en Algérie, une filière génératrice de richesse, mais toujours sous-exploitée en dépit d'une politique menée depuis longtemps pour développer cette filière. Nous allons vous parler de l'activité tri, recyclage et tenter de comprendre de l'intérieur, de la part de chaque maillon de cette filière, les difficultés et les contraintes qui sont rencontrées par les opérateurs. Nos invités ce soir sont là, ils sont bien placés pour répondre à nos questions. Bonsoir Monsieur Boudemar Abdelli. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Ekferal, qui est une société qui à la base fabrique des chaudières, mais qui également s'est lancée depuis quelques années dans l'activité de recyclage de déchets spéciaux. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Monsieur Walid Hanifi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Green Sky, qui est une entreprise située entre Chlef et Blida, et vous aussi revalorisez les déchets spéciaux et dangereux. Vous allez nous en parler au courant de ce débat. À ma gauche, Monsieur Rachid Saïd, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez au niveau de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et vous êtes le directeur général de l'animation et du développement de l'entreprise. Général étant plus peut-être. Directeur de l'animation et de l'entreprise. Merci à vous d'être avec nous. Et à vos côtés, Monsieur Kamel Ouaman, bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'AND, l'Agence nationale des déchets. Merci d'être avec nous. Alors parmi les difficultés que rencontrent les entreprises qui sont actives dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets, on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas à la mesure de la manne et de la matière première qui existe, qui sont les déchets. Parmi les difficultés rencontrées, justement, la matière première. Nous sommes allés à la rencontre d'un opérateur qui n'est pas des moindres, le leader du recyclage en papier, Général Emballage, une compagnie qui se trouve dans la zone industrielle d'Arbou et qui a fait un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards de dinars en 2016. Eux aussi rencontrent des difficultés pour obtenir de la matière première et pour pouvoir exporter également. On suit ce reportage réalisé par Fazile Mokhtar et commenté par Farah Tibouche. Activant dans le domaine de la transformation du papier depuis 2002, l'entreprise Général Emballage s'évertue à récupérer le papier usagé afin de le valoriser et le transformer en carton ondulé, destiné notamment à l'emballage des produits alimentaires. Nous produisons plus de 165 000 tonnes par an de carton ondulé à travers nos 3 unités de production. Plus de la moitié de notre production est destinée à la consommation locale, le reste est exporté. Nous récupérons les papiers usagés ainsi que les déchets chez nos clients qui transforment le carton, ainsi que chez de grandes entreprises. Nous travaillons aussi avec des collecteurs fidèles à notre unité qui nous fournissent régulièrement. Une fois collectés, ces déchets en papier sont compressés et exportés afin d'être transformés en bobines de papier. Des bobines qui servent de matière première pour la fabrication de cartons ondulés. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite briser ce cercle vicieux et se lancer dans la production de sa matière première pour sécuriser son approvisionnement et assurer la continuité de la production. C'est que nous les indépendants, donc on va éviter les ruptures, on va éviter la dépendance des cours mondiaux, les talaou, les habto qui mettent là. Il y a des ruptures partout dans le monde. Le papier ou le denrées rares. Donc, et les prix ils ont augmenté. Donc, avec des ruptures, نحبسوا كامل المؤسسات الجزائرية اللي يستعملوا هذه المادة اللي راهي الكرتون. Avec un gisement de 12 millions de tonnes de déchets ménagers générés chaque année en Algérie, dont 10% de papier et de carton, les entreprises chargées de transformer le papier ne devraient pas trouver de difficultés à s'approvisionner. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Le manque d'entreprises chargées de la collecte des déchets et l'absence de la culture du recyclage chez le citoyen obligent ces entreprises à importer les bobines de papier, ce qui alourdit encore les coûts de production et la facture d'importation.
Alors on vient de voir l'exemple du secteur du papier, donc avec Général Emballage, mais il sera question au cours de ce débat de différents types de déchets. À titre d'exemple, il y a également des chiffres intéressants liés au tri du recyclage des déchets, comme la filière PET qui représente 350 000 tonnes an, 13 millions et demi de tonnes an de produits ménagers, dont 7 millions seulement ne sont pas recyclés ni valorisés. Aujourd'hui, si on devait avoir un chiffre, un taux, Kamal Ouaman, sur le recyclage des déchets de manière générale, à quel taux sont-ils recyclés, revalorisés en Algérie? Écoutez, honnêtement, je ne vais pas m'aventurer pour vous donner des chiffres qu'on ne pourrait jamais vérifier sur le terrain. Donc, il faut savoir déjà que l'essentiel de l'activité de récupération se fait à la base par le secteur informel. Donc, on peut vous avancer des chiffres, mais on ne pourrait jamais les vérifier. Par contre, il y a un indicateur majeur qui nous donne quelques informations par rapport aux activités de tri et de valorisation. C'est le nombre d'entreprises qui sont installées et déclarées. Quand je parle d'entreprises installées et déclarées, c'est des entreprises qui ont des adresses, qui ont un registre de commerce et qui déclarent leur chiffre d'activité. Ces entreprises peuvent nous renseigner plus ou moins par rapport au volume des déchets qui sont traités dans le cadre de leur activité. Néanmoins, vous avez avancé le chiffre, notamment par rapport au PET. Vous avez dit que c'était l'équivalent, ça tournait autour de 350 000 tonnes. Environ. Voilà. Ce n'est qu'une catégorie de déchets de plastique, en fait. Les déchets de plastique. Mais le PET, c'est les bouteilles en plastique, précisément. Donc, alors qu'il y a différents types de produits plastiques. C'est le déchet PET le plus visible, en fait, dans les ordures ménagères. Mais le PET, on pourrait trouver d'autres formes d'utilisation du PET aussi. Il faut savoir que dans le déchet ménager, je citerai que les déchets ménagers, qu'on peut maîtriser parce qu'on a fait de la caractérisation, on connaît plus ou moins les moyens en matière de composition des déchets ménagers. Et les moyens aussi de production de déchets par ménage. Exactement. Ce sont là les chiffres qui peuvent déjà nous permettre d'orienter d'éventuels investisseurs à intervenir sur un territoire donné. Donc en termes de plastique, c'est 17% de la masse du volume des déchets ménagers. C'est pas rien. Donc c'est pas rien. Donc ces flux, une fois récupérés, peuvent générer beaucoup d'emplois et peuvent aussi, peuvent aussi nous éviter de l'importation de la matière première. Néanmoins, en écoutant un peu l'intervention de l'opérateur qu'on vient de voir justement, ils sont à la recherche du déchet comme matière première et qui existe et qui est là et qu'on n'arrive pas à mobiliser. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas avoir de chiffres exacts parce que les opérateurs qui sont en charge du tri, parce que ce sont des opérateurs, ce sont des gens qui travaillent, ne sont pas déclarés, parce que ce sont des opérateurs qui, comme on dit couramment, informels. Est-ce qu'ils le sont tous ou bien est-ce qu'il existe des entreprises qui existent, qui ont une existence et qui sont, elles, chargées du ramassage et de la collecte des déchets? En fait, on connaît ce qu'on produit en Algérie en termes de quantité de déchets, de qualité de déchets. Mais ça, c'est au niveau de la production. Mais ce qui nous échappe de nos jours, c'est tous les flux qui partent vers le recyclage, qui ne sont pas forcément déclarés. Donc tout là se situe à ce niveau. Comment justement ramener ce secteur informel à une activité beaucoup plus formelle. Et là, en fait, chez nous, la réglementation est bien étoffée. Donc, un certain mécanisme sont en train d'être développés au niveau du ministère de l'Environnement, justement pour, mobiliser tout le monde dans un cadre beaucoup plus formel. On va revenir à cet aspect qui est important. Pour ce qui est des déchets à caractère industriel, vous en êtes concernés tous les deux, Ekfera et Green Sky. Est-ce que vous rencontrez la même problématique, donc de pouvoir capter la matière première, donc le déchet en lui-même? En fait, la problématique elle est inversée par rapport aux déchets ménagers. Donc, on est sur un marché qui dépend des flux. Donc, pour les déchets ménagers qui doivent être valorisés, dans notre secteur, c'est l'inverse. Donc, on est obligé en fait, les déchets spéciaux et les déchets industriels doivent être traités. Donc, il y a une obligation. Donc, il y a une règle qui s'appelle la règle du pollueur-payeur. Donc, les entreprises ou les entités qui génèrent ce type de déchets doivent les prendre en charge à leurs propres frais et ils doivent être traités et éliminés en respectant les normes et
la réglementation en vigueur. Oui. Mais après, effectivement, d'année en année, on voit que les quantités sont croissantes, donc on voit qu'il y a un intérêt. Et surtout, les entreprises et les opérateurs sont beaucoup plus sensibles à la réglementation et au respect des normes en vigueur, de tout ce qui est environnemental et de la santé publique. Donc vous ne rencontrez pas de difficultés à obtenir ou à mettre la main sur la matière première? Aujourd'hui, à mon avis, moi je pense que les volumes qu'on traite, et M. Abdelé peut-être vous dira la même chose, c'est que les volumes sont infimes par rapport au volume de déchets qui sont générés en termes de déchets spéciaux. Réellement produits. Donc pour pouvoir passer à une étape supérieure, donc pouvoir développer de nouvelles technologies et pouvoir apporter des solutions qui soient beaucoup plus globales, il va falloir à un moment que la majorité des flux qui sont générés en Algérie soient traités conformément à la réglementation. Boujma Abdelé. Bien, écoutez, moi je fais quand même la différence sur ces déchets. Il y a les déchets ménagers, comme on connaît tous, les déchets ménagers assimilés, il y a les déchets spéciaux et les déchets spéciaux dangereux. Donc cette dernière catégorie, nécessite un traitement particulier. En règle générale, c'est la destruction, c'est l'incinération. Les déchets spéciaux aussi, ce sont les déchets d'activité de soins, les périmés pharmaceutiques, parapharmaceutiques, qui eux aussi sont incinérés. Nous, dans notre entreprise, dès le départ, puisque nous avons monté ce projet en 1998 avec l'école polytechnique d'Al-Harraj, où nous avons nous avons conseillé pour faire des incinérateurs avec des traitements de fumée. Donc le déchet ici, on le traite et il y a aussi l'aspect protection de l'environnement. Et pour aller vers l'aspect protection de l'environnement, il faut absolument avoir des règles, des procédures, des méthodologies et être quelque part aussi certifié. Parce que c'est là le point de départ. Pour toucher aux déchets, il faut avoir déjà une certaine méthodologie, des procédures, être certifié. Nous sommes certifiés, notre système de management intégré, c'est-à-dire sur l'aspect qualité, environnement, hygiène, sécurité, santé au travail. Donc nous sommes au 4e cycle de notre certification et ça nous a amené dès le départ même quand on traite des déchets spéciaux, à récupérer systématiquement tout ce qui est papier, les étuis, les notices, les flacons en verre, les flacons plastiques, les blisters, la partie aluminium. Et donc pour vous... Et nous on le recycle, c'est-à-dire qu'on vend ça symboliquement à des transformateurs, des gens qui utilisent le papier. Oui, c'est des quantités infimes. Disons que sur 3 ans, on a traité 7000 tonnes en incinération. Vous avez 10-12% qui sont récupérés. En papier, carton, en papier, emballage, etc. Et on incinère que le produit net. Oui, oui. Le point de vue, votre point de vue à vous, puisqu'on fait un tour de table par rapport à justement cette accessibilité à la matière première qu'est le déchet. On a parlé des différents types de déchets. Aujourd'hui, c'est une problématique. Justement, moi je voudrais donc parler du REVAD qui vient à point nommé. Donc, pour essayer d'offrir de solutionner le problème. Oui, d'apporter des solutions. Des solutions. Bon, on rappelle que le REVAD est un salon, hein, donc il y a des entreprises qui vont exposer, algériennes et internationales également. C'est un salon international. Oui. Donc, justement, en marge de ce salon, si vous permettez, on a prévu des thématiques, donc des conférences sous forme de panels qui vont traiter un peu, qui vont regrouper un peu tous les acteurs concernés dans la gestion des déchets. On a donc les chercheurs, les investisseurs, les experts et tout ce monde-là qui contribue donc à booster le domaine des déchets. Et donc, pour revenir donc aux chiffres recyclés et collectés, on n'en a pas au jour d'aujourd'hui le chiffre exact. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent dans l'informel. Donc on n'a pas exactement le chiffre réel des quantités. Est-ce que c'est une contrainte que de ne pas avoir le chiffre finalement pour les opérateurs que vous êtes? Est-ce que c'est une contrainte réelle par rapport à l'activité même?
Au niveau de l'AND, il y a une banque de données, comme l'a souligné M. Oman, mais dans cette banque, ils sont recensés uniquement les gens qui sont affiliés, qui ont un registre de commerce, qui ont une activité. Mais les autres qui travaillent dans l'informel, on ne les connaît pas. Donc, et ces gens-là, ils font de la collecte, ils font du tri, mais on ne les connaît pas, ça passe comme ça inaperçu. Oui, mais les opérateurs les connaissent, on est d'accord. Les opérateurs qui, eux, ont besoin de cette matière, les connaissent et s'approvisionnent à leur niveau. Vous savez, en fait, la donnée dans n'importe quel domaine est importante. Donc c'est à cela qu'on s'attelle au niveau de l'agence sur instruction de notre tutelle, c'est de travailler dans le cadre d'un système national d'information sur les déchets. On a besoin d'indicateurs justement, on a besoin de chiffres pour justement inciter tous les investisseurs à travailler dans le domaine du déchet. Et là, si vous permettez, je reviens sur un point très important. En écoutant tout à l'heure le reportage, les gens, le monsieur disait qu'il y avait un problème de collecte ou d'approvisionnement en matière première à partir en des déchets. En flux tendu surtout, hein, parce qu'il parle d'une machine qui tourne très rapidement et ils ont besoin de quantité régulière au quotidien. Très bien. Donc, vous savez, on va passer du statut du déchet au statut de matière première. Et là, entre les deux, il y a beaucoup de paramètres à régler aussi. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'intercepter le déchet pour l'intercepter. Il faut qu'on intercepte le déchet en quantité, en qualité aussi. Un déchet, si le monsieur parlait du recyclage du carton, si le carton est souillé, donc on ne peut plus le recycler dans le cadre de son process. Donc du coup, même en termes de récupération, un certain nombre de paramétrages est à mettre. Qualitatif donc, absolument, de cette matière. Absolument. Sinon, écoutez, si on parle un peu de la caractérisation du déchet, le gisement, ce qu'on produit en Algérie est très intéressant et très consistant. Ça permet de réduire de beaucoup en fait la facture d'importation de la matière première. Donc il s'agit maintenant de mettre en place toute la chaîne. Toute la chaîne, et tous les acteurs devaient travailler en symbiose, en collaboration, justement pour qu'il y ait disons, une circulation de matières ou de matériaux selon le besoin et selon besoin quantitatif et qualitatif. Et qualitatif, en fait, pour une meilleure qualité du produit in fine. Si l'on devait décortiquer ce microcosme que sont les entreprises qui activent dans le recyclage, encore un autre chiffre, hein, selon l'AND, encore une fois, un chiffre qui date de 2015, vous pouvez rectifier si c'est le cas, il existe 88 micro-entreprises qui activent dans le domaine de la valorisation des déchets. En gros, mais seulement 60 micro-entreprises sont opérationnelles aujourd'hui. Est-ce que la prédominance, selon vous, des TPE, c'est-à-dire le caractère très petit de ces entreprises, fait qu'elles ne puissent pas justement répondre à un besoin? Vous disiez qu'il n'y a pas suffisamment, que la machine ne tourne pas suffisamment bien. Est-ce que vous pensez que la taille de ces entreprises en est une raison? Bon, à mon avis, moi je pense que bien au contraire, le fait d'avoir des petits collecteurs leur permet d'avoir une flexibilité telle qui peuvent achalander le marché de manière beaucoup plus facile. En fait, autour de la table, on est les mêmes parties de la même équation. La question, c'est comment pouvoir faire de ces déchets donc une valeur sûre pour pouvoir développer derrière une industrie, pour pouvoir les valoriser. En fait, mais à mon avis, je pense que il en manque encore. La question, c'est que sur les 88 micro-entreprises qui sont enregistrées, il doit y en avoir peut-être des centaines, si ce n'est des milliers, qui ne sont pas, elles, enregistrées. Il y a des personnes qui le font dans le secteur qui est informel. Il y a des chiffonniers, il y a des gens qui collectent. Et ça, on les voit de manière journalière sur le marché. Ça c'est un état de fait. Maintenant, après, est-ce qu'il va falloir essayer d'intégrer ces petites entreprises ou ces personnes-là qui font ça à titre personnel pour pouvoir avoir des flux qui soient beaucoup plus conséquents? La question est oui, mais en fait, à mon avis, moi je pense que dans le secteur de tout ce qui est valorisation de déchets, donc on fait des matières premières secondaires, on n'échappe pas à une règle économique. En fait, si le déchet intrinsèquement a une valeur, ne vous inquiétez pas, il ne se retrouvera pas dans la poubelle. Il y aura des circuits qui soient formels ou informels pour pouvoir les valoriser. Il y a même des déchets qu'on dit que dans la filière, on dit que ce sont des déchets de valeur. On parle du fer, vous parlez des métaux ferreux, et du cuivre aussi. Oui, on a vu l'avènement aujourd'hui d'un opérateur
qui est active dans l'ouest algérien, qui fait de la valorisation de métaux ferreux et non ferreux. Et je peux vous mettre vous le verrez, d'ailleurs tout le monde le sait, tout le monde le voit. On voit clairement que le marché s'est redynamisé et il n'y a plus de déchets ferreux et non ferreux dans les poubelles parce qu'il y a une demande. Et tant et c'est bien qu'il se dit dans le secteur qu'il y a une tension sur ce produit-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a réellement une tension? Ce n'est pas n'importe quel opérateur qui peut prétendre avoir, que ce soit aux enchères ou autres, droit à des métaux ferreux et non ferreux. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Boujama Abdelli? Bon, pour le métaux, nous, on est justement générateur de déchets en ce qui concerne les métaux, puisque nous sommes dans la chaudronnerie et la métallurgie. C'est sûr que depuis tout le temps, il y a eu toujours spéculation sur ces déchets-là. Et on a récupéré ces déchets pour les exporter. À tel point que pratiquement la grande majorité de ces déchets est exportés, que l'État a dû mettre fin à ce type d'exportation et les interdire. Oui, mettre le haut là, puisqu'une loi absolument. est apparue. Mais en ce qui concerne les déchets, je pense que pour qu'on reste quand même dans le cadre de ce que vous développez, du thème, il y a quand même ces entreprises qui sont déclarées, comme nous, comme M. Hanefi, son entreprise. Nous sommes tenus de donner des bilans sur les quantités que nous traitons annuellement. Donc ça va au niveau de la direction des wilayats, de l'environnement, à qui nous remettons un bilan. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des stocks importants de déchets spéciaux, entre autres, de déchets spéciaux dangereux, je n'en parle pas parce que c'est quand même une catégorie au-dessus. Et l'État aussi a laissé le temps aux entreprises pour se débarrasser de ces stocks. Il y a eu plusieurs moratoires, il y a eu plusieurs sursis qui ont été donnés à ces entreprises. Et je pense qu'à partir d'il y a maintenant une dizaine d'années, l'État a commencé à taxer tous les détenteurs de stocks de déchets spéciaux. On paye une taxe et cette taxe alimente le Fonds national de dépollution. Ce qu'on appelle le principe de pollueur payant. Absolument. Et cet argent doit aller vers le financement d'opérations de dépollution. Après, les stocks qui sont détenus, généralement, ce sont des stocks qui sont détenus par des entreprises publiques et qui ont été dissoutes et où elles sont en liquidation. D'ailleurs, la plupart ont du mal à boucler leur liquidation parce qu'elles se retrouvent sur les bras avec des stocks très importants, énormes. Dans le dossier du médicament, il est évalué en dents de scie, mais il est de l'ordre de 30 000 à 40 000 tonnes qui sont encore stockées. Il y a eu des opérations de dépollution par appel d'offres nationales et internationales qui n'ont pas abouti, ils ont toujours été infructueux. Vous voulez dire que ce sont des déchets qui sont toujours stockés dans ces lieux qui sont des lieux désaffectés finalement? Non, des lieux quand même contrôlés parce qu'ils représentent quand même en termes de fiscalité, si vous voulez, cet aspect-là n'a pas été assaini. Je pense que c'est ce qui fait que des stocks ont du mal à bouger. Donc une fois, c'est au ministère des Finances, ensuite on donne au ministère de l'Environnement, ensuite on va charger une autre structure pour essayer de lancer des appels d'offres, etc. Aujourd'hui, sur le niveau national, nous avons quand même des entreprises qui sont capables de traiter ces déchets. Et après, recycler, quand vous parlez de l'informel... Alors, vous parliez d'entreprises publiques qui ont été dissoutes ou qui n'existent plus. Enfin, dissoutes, non, là, ça remonte à très très loin. Ces quantités de déchets, est-ce qu'on parle de quantités énormes ou bien est-ce que c'est dérisoire, ce dont parle M. Abdelli? Non, en fait, il faut faire un peu la différence entre un déchet en stock ou un stock de déchets et ce qu'on produit au quotidien. Donc ce sont là deux flux tout à fait différents. Oui, mais là on parle bien de déchets qui sont figés dans le temps. Ce sont des stocks résiduels qui dû à une situation compliquée où l'entreprise n'active plus. Ce sont là en fait des déchets qui relèvent
de la famille des déchets spéciaux ou spéciaux dangereux. Donc, ces déchets nécessitent une prise en charge bien spécifique. Donc, ils sont en stock parce qu'en fait, il n'y a pas à ce stade une technologie au niveau national qui puisse les prendre en charge. Donc, une fois cette technologie identifiée ou l'opérateur identifié, c'est clair que les gens vont commencer à les traiter. Et du coup, donc là, c'est un aspect qui est... Donc vous voulez dire, Kamel, que sur le plan de la technicité, les entreprises algériennes n'ont pas atteint un niveau comment dire, approfondi en termes de traitement et de valorisation des déchets spéciaux dangereux, c'est bien ça? Vous savez, les déchets sont classés selon leur dangerosité et selon le coût du traitement de ces déchets. Donc vous savez, dans les déchets, c'est bien de savoir aussi qu'il y a 3 familles de déchets et le classement n'est pas fortuit. Donc il y a les déchets spéciaux et spéciaux dangereux, les déchets ménagers assimilés et les déchets inertes. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas le gros du déchet. Ce sont là des stocks vraiment infimes par rapport au volume global qui est généré annuellement chez nous. Donc c'est un stock, donc ça va nécessiter une prise en charge spécifique, mais il faut continuer à plutôt penser aux flux qui sont générés au quotidien. Toute la problématique est là, parce que les déchets dont parlent les collègues sont stockés dans des endroits hermétiques et qui sont en attente de traitement. Mais que faire des déchets qui sont produits au quotidien? Est-ce qu'on doit continuer à les traiter de la même manière comme on fait actuellement, ou sommes-nous obligés de réfléchir autrement? Aujourd'hui, vous parliez d'entreprises capables ou pas capables. Vous n'avez pas réagi, donc je vais continuer. Mais si vous avez un mot à dire à ce sujet, je vous en prie. Capable ou pas capable, mais finalement... Capable ou pas capable, en fait, la question est là. Bon, on ne parle pas de capacité au jour d'aujourd'hui. Il faudrait qu'on revienne... De savoir-faire, on parle de technologie. Oui, on parle de technologie. En fait, le monde du déchet est un monde qui est extrêmement vaste. Donc, plus vous avez de matières premières et d'intrants et de composition, et plus le nombre de déchets se décuple. Donc après, vous avez, comme vous le dites, comme on le dit si bien, depuis tout à l'heure, vous avez 3 grandes familles de déchets. Vous avez les déchets ménagers assimilés, donc ce qui est généré par les ménages ou par des activités qui ne sont pas très complexes. Donc ça peut être les cartons, les papiers, ce qu'on peut recycler. Donc on fait une matière première secondaire et de manière relativement simple. Après, vous avez la famille des déchets spéciaux. Donc ce sont des déchets qui sont relativement complexes. Ça peut être des produits chimiques, ça peut être des produits pharmaceutiques, des déchets hospitaliers, des terres contaminées. Donc et ensuite, pour chaque type de déchet, vous avez une technologie qui est spécifique, ou pour la valorisation en matière, ou pour de la valorisation énergétique. Donc en fait, les technologies qui sont là, ce sont les technologies de traitement. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des entreprises en Algérie qui maîtrisent des technologies comme l'incinération, comme le coprocessing, comme une partie du traitement physique et chimique. Et vous avez d'autres types d'entreprises qui maîtrisent d'autres processus, comme de la valorisation matière, comme on vient de le voir avec Général Emballage, avec d'autres entreprises qui sont capables de faire des matières premières secondaire. Mais la problématique aujourd'hui, c'est de dire comment on peut faire entrer tous ces besoins-là, parce qu'en fait, le besoin, c'est de traiter ces types de déchets, qu'ils soient spéciaux, dangereux ou qu'ils soient ménagers ou assimilés. Essayer de faire baisser cette facture d'importation avec de la valorisation matière derrière, pour les produits qui sont valorisables, et d'essayer d'éliminer les déchets qui sont spéciaux pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement et sur la santé de nos concitoyens. La question est là. Maintenant, pour les capacités de traitement, effectivement, il y a des capacités de traitement aujourd'hui localement, parce qu'aujourd'hui on arrive à maîtriser des technologies, comme que ce soit pour l'incinération ou pour de la co-incinération ou d'autres types de traitements aussi. Maintenant, est-ce que les capacités sont suffisantes pour assainir tout le stock en une fois? Je ne sais pas, il y a plusieurs opérateurs, on peut fédérer, on va dire, ces opérateurs-là pour trouver des solutions. Il faut aussi rappeler que lorsque certains produits, pour en finir avec ces produits particuliers et spéciaux, lorsqu'ils ne peuvent pas être traités ici, ils sont exportés. C'est bien ça. Effectivement, ils sont exportés. C'est des produits qu'on va exporter, qu'on va traiter à l'étranger, et c'est aussi une autre facture. On parle d'importation, mais on parle aussi d'exportation d'un certain type de déchets qui ne peuvent pas être traités chez nous. Malheureusement, je pense qu'à court moyen
terme, il y a certains déchets qu'on sera obligé d'exporter parce que ça ne sert à rien de mettre en place des installations parce que économiquement parlant, ce n'est pas viable. Donc il faut savoir que le monde dans le secteur vert, dans le secteur de l'environnement, on n'échappe pas aux mêmes principes qui sont les mêmes dans d'autres industries. Donc le fin mot, c'est la rentabilité des investissements pour pouvoir avoir une pérennisation des activités. Alors justement, le mot rentabilité, justement, c'est la prochaine question. Aujourd'hui, est-ce que l'activité de recyclage, de valorisation est rentable? On parle d'un nombre qui n'est peut-être pas suffisant d'entreprises dans ce secteur-là. Le fait qu'elles ne soient pas aussi nombreuses, est-ce que c'est parce que l'activité n'est pas encore rentable aujourd'hui? Tout à fait, parce que selon les statistiques que nous avons un peu recensées, il existe aujourd'hui un peu plus de 800 entreprises, PME, qui travaillent donc dans le recyclage, qui existent donc dans ce secteur, mais sur les 800, il n'y a que 25% qui sont opérationnels. Quand vous dites, ça veut dire que les autres, elles font quoi? Quand je dis elles existent... Elles existent juste dans les papiers Oui, c'est des entités juridiques, mais qui ne fonctionnent pas. Réellement, sur le terrain, il n'y a que 25% de ces entreprises qui fonctionnent. Oui. Et donc, elles ne fonctionnent pas, excusez-moi, c'est important de savoir, elles ne fonctionnent pas, elles ont fonctionné, elles se sont arrêtées. Ces entreprises qui ont un problème de trésorerie, quelle est exactement la raison pour laquelle tout le reste est en figé? Bon, sur les entreprises qui sont actives, j'ai dit qu'il y a... Près de 80%, c'est quand même énorme. C'est pour ça que je dis que le secteur est vierge. Mais les raisons pour lesquelles elles sont là et ne fonctionnent pas, c'est pour diverses raisons. Pour des problèmes de trésorerie ou manque de matière ou de formation. Donc voilà. Il y a aussi l'aspect de tout ce qui est gestion de la réglementation. Il faut savoir que la réglementation en Algérie est bien étoffée et les opérateurs, pour pouvoir activer dans ce secteur-là, doivent être à même et au courant de tous les tenants et les aboutissants de la réglementation algérienne. Sur le plan réglementaire, donc sur la réglementation, il y en a moins plus de 12 décrets exécutifs qui régissent un peu la gestion des déchets, et notamment le plan national du tri sélectif. C'est la loi de 2001. Je ne sais pas où on en est. Est-ce qu'il n'y a pas une application de ces lois ou une reconnaissance de ces lois qui n'ont pas suivi... Le tri sélectif, là on parle des déchets ménagers, donc c'est bien ça? Non, les déchets en général. Moi je crois que c'est important aussi de nuancer entre un traitement final et des activités de récupération et de recyclage. Donc traiter le déchet, c'est une obligation. Donc si je suis détenteur ou générateur d'un déchet quelconque, j'ai cette obligation de le traiter, pour le rendre, pour qu'il ne soit pas nuisible par rapport à l'environnement. Sinon, par rapport aux activités de tri, de recyclage et de valorisation des déchets, là, ça obéit au marché, qu'on le veuille ou pas. Donc la finalité, c'est de la matière première. La matière première, il faut que ça soit concurrentiel par rapport à la matière première vierge. Si j'achète, moi, que je suis un opérateur, j'achète du déchet comme matière première à mon process de transformation, et mon produit final me revient plus cher si je travaille à base de matières premières vierges, c'est clair, je vais me retourner en tant qu'opérateur, je vais me retourner vers la matière première vierge. Mais vous savez, de par le monde, les gens sont conscients par rapport à cette problématique. Du coup, les États ont imaginé des mécanismes justement pour mettre en branle tous ces processus et surtout pour qu'ils soient durables. Donc, d'où le principe du pollueur-payeur. Si je mets dans le marché, je cite le cas des emballages, si je suis un opérateur et je mets mes emballages sur le marché en tant que produit d'emballage, une fois qu'ils deviennent déchets, j'ai cette obligation réglementaire de participer dans le cadre du traitement de ce déchet. Quels sont les volumes récupérés de cette taxe de pollueurs? Excusez-moi, c'est important ce que je suis en train de dire. Excusez-moi, parce que c'est important, parce qu'on aborde rarement la question du financement de ces filières. Donc, si je suis un opérateur, je mets sur le marché un emballage, j'ai cette obligation réglementaire de financer cet emballage une fois devenu déchet. Et c'est cet argent justement qui va permettre aux opérateurs de rester concurrentiels par rapport à la matière première vierge. Oui. Donc si on installe... il faut qu'ils intègrent le principe de recyclage dans leur prix finalement. Et c'est ça qui va ramener justement le secteur informel à des activités beaucoup plus formelles.
Voilà, donc... Et pour ce qui est du prélèvement de cette taxe, justement, quels sont les volumes, justement, que génère cette taxe sur le pollueur-payeur? Vous avez tout à fait au début avancé le chiffre de 38 milliards de dinars. Je vous informe juste que ce chiffre, c'est la valeur marchande de la fraction emballage du déchet ménager, que du déchet ménager. Et que cette fraction ne représente que 25% du déchet ménager. Vous imaginez, c'est important. Mais ça, c'est un chiffre dans l'absolu. Je prends un emballage, je l'imagine récupéré. Si je le revends, c'est 38 milliards de dinars. Mais il ne faut pas oublier aussi que derrière tout ça, il faut de l'investissement. Donc, c'est pas, la question n'est pas récupérer et revendre. Non, je récupère, je trie et je transforme. Mais récupérer, ça suppose un certain nombre de paramétrages aussi. Hein. Donc, il faut qu'il y ait du déchet, entre guillemets, de bonne qualité. Oui. Si ma bouteille, si je cite le cas des bouteilles en PET, si elle est souillée par de l'huile, hein, donc ça devient des déchets spéciaux. Ça rentre dans le cadre des déchets spéciaux. Et donc ça ne correspond plus à... Ça va passer plutôt vers le traitement que vers le recyclage. Oui. Il faudra un respect de toute la chaîne, à commencer par le tri, la collecte, le traitement, le transport, le recyclage et la valorisation. Donc toute la chaîne doit être un peu consolidée. Aujourd'hui, les opérateurs qui sont dans cette chaîne, dans le tri, mais notamment dans la valorisation des déchets, rencontrent des contraintes. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes? On a dit qu'il y avait seulement une dizaine d'entreprises qui faisaient dans la valorisation de déchets spéciaux, donc déchets industriels spéciaux, c'est ça, je ne me trompe pas dans les termes. Pourquoi y en a-t-il si peu aujourd'hui? Quelles sont les contraintes principales que vous rencontrez en tant qu'opérateur? À commencer par vous, Abdelli Boujma. C'est-à-dire que nous, on est dans ce métier quand même depuis plus d'une dizaine d'années et on s'est vite aperçu que pour avoir une approche, disons, économique, rentable, cet aspect du traitement de déchets ou du recyclage doit avoir une approche industrielle. Quand on se pose la question combien on a de gens qui font de la collecte, qui récupèrent, etc., ça représente rien. Et nous, il suffit de voir les expériences à travers le monde de pays qui sont pas très loin des nôtres. Ils ont vite compris que, comme les déchets ménagers, ça commence par la collecte. C'est-à-dire que l'industriel qui investit, il investit dans la collecte des déchets ménagers, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui achemine ces déchets vers le lieu de traitement, où il y a des chaînes, des équipements industriels qui vont permettre de trier toutes les matières plastiques, papier, fer, bois, etc. et d'envoyer à l'incinérateur que les matières organiques qui, elles, vont être valorisées. Quand on parle de valorisation, le déchet ménager est un gisement que beaucoup de pays ont exploité dans des centrales d'incinération, des grandes usines d'incinération. En Algérie, nous n'avons pas une usine, le minimum pour une capacité d'une usine d'incinération qui peut être rentable sans le concours financier de l'État ou des collectivités, c'est 100 000 tonnes an. Nous n'avons pas ce type d'usine. Par contre, les grands projets de ce type, c'est à l'État de prendre en charge ces grands projets. Vous voulez dire en termes de volume, hein, quand vous dites en termes de volume, quand vous avez Alger qui fait plus de 3000 tonnes jour de déchets ménagers, Alger et ses environs, s'il y a la collecte des déchets, ensuite on a du mal à trouver des décharges ou des CET qui sont déjà saturés. Et la question, c'est l'incinération. Après, quand on incinère, il y a de l'énergie qui est libérée. Cette énergie est canalisée à travers des équipements complexes pour faire de l'électricité. Il semble bien que la solution qui est envisagée, c'est plus l'enfouissement. C'est bien ça que l'incinération. L'enfouissement technique, si vous voulez, il n'a pas d'avenir, dans le sens où
Il y a eu des expériences aussi à travers le monde et il y a beaucoup de pays qui sont revenus sur cette technique d'enfouissement technique parce qu'il y avait des problèmes de pollution, il faut le dire, des nappes phréatiques, etc. Sur le long terme, de l'étanchéité, il y a un impact environnemental. Des casiers où on entreposait en Europe, déjà, ils ont abandonné ce type d'enfouissement technique. Nous, c'est un palliatif parce que on a des décharges qui sont sauvages, qui sont saturées très vite. Et aujourd'hui, on est en train de valoriser. Nous avons l'exemple de la décharge de Oued-Smar. Aujourd'hui, elle est recouverte. En dessous, il y a un gisement énorme en termes d'énergie qui est enfoui sous terre, qui va donner du méthane. Ce méthane-là, il peut être transformé aussi bien en biogaz qui est utilisé généralement, réinjecté après des traitements particuliers dans le réseau de gaz naturel et surtout en faire aussi de l'électricité. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour la décharge de Oued-Smar déjà puisque... La décharge de Oued-Smar, elle a été comblée et il y a un drainage souterrain qui est fait pour récupérer le méthane, le biogaz et aussi il y a des cheminées verticales pour dégager ce gaz. Mais ce gaz-là, il faudrait aussi le centraliser et en faire une utilisation pour valoriser ces déchets qui sont sous terre, parce que c'est quand même des déchets organiques. Il y a une fermentation qui se fait, une décharge, c'est 20 ans, pendant 20 ans, elle va donner du méthane. Après, on peut l'aménager en espace vert et elle est suivie pendant 30 ans. C'est énorme. Sachant que ce qui s'est passé avec Oued-Smar se passera également avec les autres zones d'enfouissement, puisqu'elles finissent toutes par se tarir. Elles vont être saturées, c'est clair. Walid Hanifi. Moi, après, c'est un débat d'experts. Est-ce que vous faites de l'incinération, vous faites le centre d'enfouissement technique, ou quelle est la meilleure ou la solution la plus idoine? Aujourd'hui, l'état des lieux est là. C'était pas vraiment la question, mais allez-y quand même. En fait, aujourd'hui, moi, la question qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ce secteur-là et quels sont les manquements ici et là pour qu'on puisse le développer. Nous, moi, mon entreprise est spécialisée. Voilà, les contraintes. Aujourd'hui, nous, notre entreprise est spécialisée dans la gestion de déchets industriels. Nous, on fait de la collecte, donc on fait de la gestion intégrée pour les grands sites industriels. Donc, on a nos propres opérateurs qui travaillent au niveau des entreprises. On fait de la collecte, on fait du transport, on a nos propres incinérateurs pour déchets industriels. Donc, en fait, l'idée, c'est comment on peut apporter de plus. Quelle est la contrainte? La contrainte, c'est les contraintes que vivent tous les industriels. Peut-être c'est un manquement en termes de foncier. Donc, il faut savoir que l'investissement en termes d'environnement, c'est quelque chose qui est extrêmement capitalistique parce qu'on va toujours sur de nouvelles technologies. Donc, pour être plus performant et pour économiquement être rentable, il faut aller sur des technologies à très haut rendement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'énormément d'espace parce que en fait, les déchets, c'est très volumineux. Et donc, c'est une activité qui a besoin de foncier, en fait. Exactement, c'est une activité qui a besoin de foncier. Est-ce que c'est un point qui pose tension aux pressions? J'imagine que oui, puisque comme tous les opérateurs... Oui, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on vit, encore plus dans le secteur du déchet, parce qu'on a besoin d'énormément d'espace. Nous, par exemple, on a fait un investissement dans la wilaya de Chluf qui a été fait dans le cadre du Calpirep. Donc, on a bénéficié d'un terrain dans une zone industrielle qui est à peu près d'un hectare. Mais au jour d'aujourd'hui, après 1 an ou 2 ans d'activité, on voit qu'on a besoin peut-être du triple ou du quadruple de l'espace dont on avait fait la demande au début. Donc, voilà, mais après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui se font au jour d'aujourd'hui. Donc, on arrive à développer des choses, on maîtrise de nouvelles technologies. Nous, on a fait partie des premières entreprises qui ont utilisé, par exemple, la banalisation, donc le traitement des déchets hospitaliers par le biais de la vapeur. Donc, maintenant, le développement technologique est tel qu'on arrive, il y a des déchets qu'on n'arrivait pas à recycler il y a quelques années, qu'on arrive maintenant et on maîtrise des technologies pour pouvoir les valoriser. Donc l'idée, c'est le gisement est là. Il y a des opérateurs, que ce soit des entreprises publiques ou privées ou mixtes, qui ont des capacités pour pouvoir les valoriser ce type de déchets-là. Maintenant, c'est comment on peut l'acheminer avec une qualité qui soit assez bonne pour qu'on puisse le valoriser derrière. La question du foncier, c'est pas quelque chose qui est pris en particulier en considération lorsque c'est une activité de valorisation de déchets telle que la vôtre. Est-ce que lorsque vous soumettez une problématique liée au foncier, est-ce que vous avez un traitement en particulier eu égard à l'activité qui, comme le disait Walid Hanifi,
a besoin de terrain, de votre expérience, Ekferal? L'expérience, c'est qu'on a un exemple bien précis, c'est celui d'une usine qui va traiter 10 000 tonnes de déchets spéciaux dangereux. Donc c'est une catégorie, la catégorie supérieure, qui nécessite beaucoup de technologie, qui nécessite aussi un savoir-faire, puisque nous le développons avec les universités. Nous sommes conventionnés depuis plus de 10 ans avec l'école polytechnique. C'est un projet qui a eu les financements nécessaires Les financements, on les trouve quand il y a un projet comme ça. Vous faites votre business plan et vous le présentez à la banque. Les banques vous suivent, sachant que ce type de déchet, il est uniquement traité à l'export. Donc, à ma connaissance, il y a eu 2 opérations de dépollution qui ont été faites sur l'amiante et sur les huiles ascarelles. C'est un montant de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc c'est des factures très lourdes. Et ceux qui donc détiennent les stocks de ces déchets spéciaux dangereux, ils savent qu'au bout, il y a un coût et ils ne veulent pas mettre le coût. Donc il y a des entreprises, pourquoi elles stockent des périmés pharmaceutiques ou parapharmaceutiques? Parce que pour les détruire, il y a un coût. Oui. Et donc les gens sont... Et votre activité donc propose justement nous, aujourd'hui, pour les déchets spéciaux, il y a des stocks. Ces stocks doivent être élagués. C'est le rôle de l'État de faire en sorte d'organiser par des appels d'offres. Il y a assez d'entreprises qui sont dans l'incinération aujourd'hui, qui peuvent maîtriser le déchet spécial, c'est-à-dire les périmés pharmaceutiques en particulier, et il y a, si vous voulez, tous les autres stocks, c'est-à-dire que les stocks qui sont générés quotidiennement, pratiquement toutes les entreprises que je connais qui travaillent dans le même secteur que moi ont des contrats, des conventions avec l'industrie pharmaceutique qui génère aussi bien des déchets de production, mais qui génèrent aussi des malfaçons, c'est-à-dire des produits qui sont périmés ou refusés, et donc ils vont à l'incinération. Oui. Donc ces déchets qui sont quotidiennement générés par l'industrie pharmaceutique, il est pris en charge par les entreprises. Et ces entreprises payent parce qu'elles ont de l'argent, parce que ce sont des entreprises généralement étrangères, qui sont installés et qui savent très bien que si vous voulez, dans leur système de management, ils sont obligés, ils ont une obligation de détruire ces déchets comme et de payer le coût. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'un déchet spécial, les déchets spéciaux dangereux, le kilo, il revient à 1,5 € le kilo. Donc si on va sur les 2 millions de tonnes que nous avons, aussi bien en déchets industriels, toxiques ou, disons, les déchets spéciaux, nous sommes à 3 milliards d'euros. En fait, si vous permettez, nos amis d'Ekferal et de Blue Sky ne sont qu'un maillon de toute la chaîne de gestion du déchet. Oui. Donc, si on parle de son malheureusement. Si on parle du centre d'enfouissement technique, c'est aussi un maillon de la chaîne. Oui. Est-ce qu'on est prêt à éliminer dès aujourd'hui le traitement par enfouissement technique? Vous parliez de décharges sauvages, de choses d'un temps assez lointain. Donc depuis 2001, la politique nationale était très claire. Donc c'était les centres d'enfouissement technique pour éliminer tout ce qui est pratique de décharge sauvage. C'était la professionnalisation de tout le processus de collecte et de traitement. Mais voilà. Donc on parle d'une seule... Aussi, en vous écoutant, on parle que d'une catégorie de déchets qui est vraiment infime. Ce qui concerne leur activité, c'est normal. Qui est vraiment infime par rapport à ce qui est généré en termes de volume. Parce que c'est vrai que les déchets spéciaux constituent ou peuvent constituer une problématique par rapport à l'environnement.
il n'y a pas que ça. Il y a un impact environnemental sur le long terme, on est d'accord. C'est clair, mais c'est tous les déchets qui peuvent être très dangereux pour l'environnement dans lequel il est situé. C'est tous les déchets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. C'est pas que les déchets spéciaux, même les déchets ménagers. Quand c'est mis dans la nature, ça fermente, c'est des jus de décharge, c'est beaucoup de choses qui peuvent porter préjudice à l'environnement. Mais on ne parle pas de l'essentiel. Aujourd'hui, juste une question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous avez parlé des centres d'enfouissement. Aujourd'hui, est-ce que l'on s'essouffle à cette option de centres d'enfouissement? On sait que, à travers les différentes wilayas du pays, les centres d'enfouissement arrivent à tarissement. Et donc, on imagine que d'autres terrains vont être recherchés et on continuera ainsi longtemps, ou bien est-ce qu'il y a une vision pour tenter de changer de paradigme et donc d'opter pour d'autres solutions de destruction de ces déchets? Écoutez, il y a déjà une prise de conscience. Donc, on avait cette problématique de mise en décharge sauvage qui a été réglée à travers les centres d'enfouissement technique. Mais là, on constate que même nos centres d'enfouissement technique se remplissent vite. Se remplissent vite. Donc, on est parti voir un peu de quoi étaient composés nos déchets. Donc, on a pu constater à travers un certain nombre de travaux sur le terrain que c'était 54% de matière organique. Que si cette matière organique était interceptée avant qu'elle aboutisse au niveau d'un centre d'enfouissement technique, c'est un fertilisant pour l'agriculture. Vous imaginez un peu les quantités qu'on peut... Donc on revient au principe de tri sélectif en amont. Exactement. Même le tri, si on parle de tri, le tri, ça suppose aussi de l'investissement dans le domaine dans le cadre de la précollecte. Donc il s'agit de mettre en place des dispositifs pour que ce déchet soit trié à la source. Et après cela, il faut que les différents flux soient orientés vers les filières concernées. Mais est-ce que la capacité de traitement actuelle peut répondre aux flux qu'on peut mobiliser? Donc même, il faut peut-être rester un peu réservé par rapport aux chiffres de recyclage. Donc le recyclage, ça suppose imaginer un certain nombre d'objectifs. Et derrière ces objectifs, c'est beaucoup d'argent aussi en termes d'investissement. Je vous informe aussi que le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables est en train d'élaborer la stratégie nationale de la gestion du recyclage qui va être communiquée incessamment. Et écoutez, il y avait une stratégie pour réguler... Une nouvelle stratégie, vous voulez dire? Il y avait une stratégie pour réguler la problématique de mise en décharge sauvage. C'est plus ou moins fait. Maintenant, on passe à une étape beaucoup plus qualitative qui s'appuie, ou plutôt qui s'articule sur le tri pour justement réduire les quantités de déchets orienté vers les outils de traitement, quel que soit l'outil, l'incinération, l'enfouissement, quel que soit l'outil. Il en existe beaucoup. Donc vous annoncez qu'une stratégie va être sur le point d'être rendue publique et elle concernera une stratégie de développement du tri. C'est bien ça? C'est clair que le tri ne peut se faire qu'à travers une étude approfondie du marché. Donc c'est bien beau de... Plusieurs études ont été faites jusque maintenant, par le biais de la Banque mondiale notamment. Plusieurs études ont été proposées au ministère pour pouvoir trouver des solutions sur le tri. Cette fois, c'est une stratégie nationale, c'est bien ça, qui va donc s'appliquer de manière uniforme ou bien pilote, comme ça a été le cas jusque maintenant? Non. Écoutez, le ministère de l'Environnement est en train de travailler sur une stratégie qui va répondre à un contexte. Le contexte économique est connu, donc il s'agit de faire du déchet une matière première. Et donc pour ce faire, il faut se fixer des objectifs, des outils. Voilà, donc c'est tout le monde qui va participer dans le cadre de cette stratégie. D'accord. Je pense que sera son développement. Oui. Je pense que, pardon. Encore quelques secondes, allez-y avant de... À travers tout ce débat-là, on s'est limité à faire des constats. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que des constats. Mais par contre, on ne propose pas des dispositifs d'incitation pour encourager un peu l'investissement dans ce secteur. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles? Je ne sais pas si c'est un manque de formation, un manque de financement. Je ne vois pas où sont vraiment les contraintes. La question de l'investissement au jour d'aujourd'hui, moi ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui les gisements ne sont pas totalement clairs, premièrement. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, nous on vient de sortir d'un investissement qui faisait plus de 500 millions de dinars. On l'a fait en fonds propres. On vient d'installer un nouvel incinérateur pour déchets industriels à tambour rotatif et le seul en Algérie. Mais si on peut demain faire une extension sur une deuxième ou une troisième ligne,
c'est de savoir où est le gisement. Et c'est la même chose. On est sur un projet pour la valorisation de tout ce qui est déchets de bois pour en faire des panneaux en bois recyclés. Mais aujourd'hui, quel est le gisement? Il faut connaître le marché. Déjà que nous sommes une entreprise qui existe dans le secteur depuis 8 ans, ça fait 8 ans qu'on est sur le marché. On a déjà une idée des flux qu'on collecte parce que nous sommes déjà collecteurs au niveau des différentes entreprises. Donc on a déjà un flux qu'on gère en interne. Mais l'idée c'est ça, c'est quelle attractivité a le secteur. Maintenant, si le secteur n'est pas attractif intrinsèquement, on ne pourra pas avancer. Et s'il n'est pas attractif intrinsèquement, je pense que là, il va falloir faire intervenir peut-être l'État pour avoir des aides pour pouvoir les rendre attractifs. C'est ce qui se fait sous d'autres cieux avec des systèmes d'écotaxes où il y a des produits qui ne sont pas recyclables parce que c'est pas intéressant économiquement. Mais on a un système d'écotaxes qui permet aux entreprises de valorisation ou comme elles les utilisent d'avoir on va dire une rentabilité économique derrière. Merci Walid Hanifi. Il nous reste encore 3 petites minutes pour vous faire réagir sur l'actualité, sur l'essentiel de ce qui a marqué l'actualité économique de cette semaine. On n'a pas beaucoup de temps, donc on retiendra seulement 2 informations. C'est tout de suite et c'est l'Ocosynthèse. Alors cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités économiques. On retient d'abord peut-être l'information la plus essentielle qu'il faut retenir, c'est cette réflexion qui est engagée pour que la révision de la loi relative aux hydrocarbures, une loi qui est en vigueur actuellement, selon le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, il va falloir réviser cette loi sur les hydrocarbures. Cette information a fait la une de la presse pendant plusieurs jours et la principale raison, c'est de pouvoir attirer davantage les opérateurs, les entreprises ou les compagnies étrangères. Beaucoup de contrats infructueux et donc l'État a l'intention de revoir le contenu de la loi sur les hydrocarbures. Et il entend également donner un signal aux compagnies étrangères pour élargir l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Une déclaration qui a été suivie par celle du Premier ministre, Ahmed Yahya, qui a mis les points sur les i ce matin et il a précisé que dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures, la loi de l'actionnariat à 49,51% ne sera pas revue. C'est une constante nationale et l'État entend la faire appliquer aussi bien dans le secteur industriel que le secteur hydrocarbures. Quelle est votre réaction par rapport à cette information ? Karim Ouaman, allez-y. Écoutez, je suis mal placé pour répondre à ce genre de questions, mais disons que je vais rapporter ça aux déchets. Donc, si je parle du plastique, le plastique est à la base du pétrole. Donc voilà. Donc, si je donne un peu de chiffres, dans le déchet, c'est environ un gisement de 2 500 000 tonnes par an. Si on parle d'une valeur marchande de entre 50 000 et 100 000 dinars la tonne. Je vous laisse faire le compte. Alors justement, la deuxième information qu'on a retenue pour vous, et cette fois, c'est peut-être une information sur laquelle vous allez réagir plus facilement, elle concerne justement le plastique. Cette semaine, on a retenu un chiffre, c'est la facture des importations de l'Algérie en matière plastique. Elle a dépassé les 2 milliards de dollars en 2016. Et c'est le chef de division des industries chimiques au ministère de l'Industrie et des Mines qui l'a déclaré. Un peu plus d'1 milliard de dollars de produits bruts destinés à l'industrie plastique et donc importés. Est-ce que c'est un chiffre qui devrait nous inquiéter ? Quelle est la source de cette information justement ? La source, je viens de la donner. C'est M. Laïdouni qui... Lui-même, il a eu l'information à partir de quel... Ça, il faudrait que je l'invite pour lui poser la question. C'est au niveau du CNIS. Le CNIS oui, c'est les chiffres. Entre autres, c'est un fourre-tout qui vous donne un peu... Ça, les douanes ne vont pas être contents de vous entendre dire ça. Non, je dis comment les choses se présentent. Non, les chiffres du CNIS, le ministère de l'Industrie et des Mines, effectivement, se base sur les chiffres du CNIS, mais décompose... Non, le CNIS ne vous donne pas par désignation de produits. C'est un fourre-tout, il vous donne un volume global des importations. Oui. Alors, il va falloir décortiquer un peu. Oui, mais on parle bien de 1,904 milliard de dollars de produits bruts, de plastique brut, qui lui est destiné à l'industrie plastique. Donc, ce qui prouve de l'attractivité du secteur du plastique en Algérie, oui, ça, et qui a marché certain pour arrêter.
Et il doit y avoir un marché qui doit être très intéressant pour valoriser les déchets plastiques. Mais du plastique, on en a. Du plastique, on en a, on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'en a pas suffisamment? Non, en fait, on va continuer à importer du plastique parce qu'il y a une certaine catégorie de plastique qui relève de plastique un peu spécifique. Hein. Donc voilà, peut-être que la technologie chez nous ne nous permet pas de produire ce genre de choses à partir de plastique spécifique. Mais en général, le fait de récupérer du plastique chez nous, ça va nous permettre de produire de la matière première. Et on va réduire de beaucoup cette facture d'importation. Et on parle donc de produits qualitatifs, en fait. Donc, en termes de qualité, il est difficile peut-être de trouver cette matière première. C'est pour la raison pour laquelle elle est importée, selon vous? Non. En fait, dès qu'on passe du statut du déchet au statut de matière, ça va obéir aux mêmes règles disons, de transformation à partir de la matière première vierge. Donc les choses soient bien claires. Donc le déchet ne peut être valorisé que s'il répond aux critères édictés par, disons, les normes connues dans le cadre de la production. C'est la boucle économique. De toute façon, je pense que dans le plan stratégique du ministère de l'Environnement, cet aspect va être pris en compte et que si on avait sur les 3 milliards, disons quelques centaines de millions à mettre à la disposition des entreprises pour se développer dans ce secteur-là, on aurait vite jugulé l'importation de plastique, effectivement, qui répond surtout sur les plastiques alimentaires, où là c'est du spécifique. Mais après, je reviens aux hydrocarbures, parce que moi je réagis en tant que citoyen. Je trouve que la situation du pays, elle est connue par tous. On sait que nous avons une forte dépendance aux hydrocarbures et que le marché étant mondial fait que nous sommes en difficulté. Et il y a des solutions pour pallier, en tous les cas résister à cette situation économique qui est quand même assez importante puisqu'on la ressent en tant que citoyen. Mais je pense que si vraiment, s'il y avait cette solidarité, que ça ne soit pas toujours l'État, le gouvernement qui décide, je pense que nous sommes, nous, des opérateurs économiques, des opérateurs industriels, qui devons aussi prendre les risques, prendre des risques pour prendre en charge tous ces aspects-là et ne pas attendre que l'État définisse pour nous d'aller dans ce sens. Le message est passé. Merci à vous. On arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir fait le débat avec nous. Je rappelle que nous avions avec nous Boujma Abdelli, président directeur général d'Ekferal, Walid Hanifi, directeur général de Green Sky, Karim Ouaman, directeur général de l'AND, l'Agence nationale des déchets, et Rachid Saï, directeur de l'animation et responsable de l'animation et de l'entreprise au niveau de la CACI. Je rappelle pour la CACI que le REVAD, le salon du recyclage et de la valorisation des déchets, débutera lundi prochain à la SAFEX, c'est bien ça? Voilà, du 9 au 12 octobre. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Voilà, il vous dit, soyez au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et merci de nous suivre également sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous.